Bonjour à toi, cher spectateur. Cloud de Kiyoshi Kurosawa. 2025 est une année très prolifique pour Kiyoshi Kurosawa, mine de rien, parce que donc il y a Shime qui est sorti en mai, nous avons Cloud qui sort en juin, et nous avons un autre long métrage de Kiyoshi Kurosawa dont j'espère nous aurons l'occasion de parler, qui va sortir en juillet. Donc le réalisateur japonais est très prolifique cette année, mais clairement dans les trois, c'était Cloud qui me tentait le plus, parce que je trouvais le pitch aussi accrocheur que finalement très mystérieux. Le résumé pour faire simple, Yoshii est un revendeur amateur qui tente de faire fortune mais qui galère à trouver le meilleur plan possible pour cela. Après avoir quitté son boulot, il décide de voir les choses en grand pour subvenir aux besoins de sa compagne, Akiko. C'est un film très déstabilisant que nous offre Kurosawa, tout en étant finalement parfaitement dans son style. Kiyoshi Kurosawa, moi ce que j'aime beaucoup dans son cinéma, c'est que c'est quelqu'un qui arrive de manière très élégante à mêler des éléments qui peuvent sembler être proches du fantastique, ou en tout cas qui jouent avec des aspects de ça. Il y a un côté très King dans l'âme, je trouve, Kiyoshi Kurosawa, dans sa manière d'amener justement le surréalisme au sein d'un long métrage qui justement se voudrait très crédible. Et justement, en parallèle de ça, de cette idée d'amener des petites touches de surréalisme ou en tout cas de fantastique, son objectif principal reste toujours de créer des films dans lesquels le spectateur va se plonger en se disant « c'est crédible, c'est très prenant et je vais m'accrocher au personnage ». Et c'est exactement ce qui se passe ici. Je trouve que le film prend son temps pour placer un décor et ensuite amener quelque chose de très étonnant dans sa deuxième partie. C'est un film qui se déséquilibre complètement, mais qui dans ce déséquilibre trouve paradoxalement une forme de balance au niveau de ce que le spectateur pourrait attendre. Parce que du coup, dans un premier temps, on a l'idée de poser des personnages, et dans un deuxième temps, de jouer avec la situation qui a été mise en place dans un premier temps pour amener un autre registre. J'ai pas envie de vous dire ce que c'est pour que vous soyez un petit peu surpris devant le moment de cinéma que vous avez devant vous, mais c'est vraiment un film qui est prenant, mais déstabilisant, et qui pour autant reste un moment de cinéma que j'ai trouvé très intelligent. Très intelligent dans la structure des personnages, dans la structure du récit, dans la manière aussi de poser l'intention de la mise en scène qui est très forte, très impactante, et en même temps d'une sobriété qui donne presque des scènes qui sont parfois terrifiantes. Mais j'ai trouvé vraiment que ça fonctionnait très bien, mais encore une fois, ça me prouve de manière totale que Kiyoshi Kurosawa est un immense metteur en scène, pas forcément assez reconnu à sa juste valeur chez nous. Il n'est jamais forcément simple d'être un auteur de renom et de chercher à repousser son style pour lui donner une forme qui soit à la hauteur des attentes que l'on peut avoir de son œuvre, ou simplement pour se donner une forme de challenge créatif et ainsi pousser la réflexion de son cinéma dans une direction étonnante. Kiyoshi Kurosawa est un immense cinéaste qui ne cesse de le prouver de métrage en métrage qu'il est un auteur créatif et assez jouissif, comme le prouve une nouvelle fois son deuxième métrage de cette année, le temps d'un récit aussi captivant que déstabilisant, qui sonne comme un jeu de manipulation émotionnelle particulièrement bien amené par le cinéaste nippon. En termes d'écriture, Kiyoshi Kurosawa nous propose une structure dramatique qui, comme je l'évoquais, est très particulière. On a une première partie de long métrage qui consiste en une idée de poser la situation. Je dis bien idée parce que c'est assez déstabilisant. Tout va très vite dans cette première partie. On a un peu l'impression de ne pas réussir à saisir le personnage de Yoshi, qui est un héros qui est proche de la coquille vide en fait d'un point de vue émotionnel. C'est très particulier la manière avec laquelle il choisit Kurosawa de poser son héros, parce que honnêtement c'est un héros qui est pas antipathique, j'aurais envie de dire, mais il est un peu détestable par moments. C'est un personnage qui est un peu obnubilé par une certaine idée, une certaine conception de la réussite, qui fait que rapidement on crée une distance avec lui et qu'on le regarde de loin, qu'on est presque en train de se dire pourquoi c'est lui que je devrais suivre. Honnêtement, je sais pas quel est le but, je sais pas quel est l'objectif, je sais pas quelle est la sensibilité que je devrais avoir par rapport à son parcours. Et du coup, on se retrouve un petit peu en train de regarder ça et de se dire pourquoi ? Pourquoi ce héros ? Alors, je vais pas vous dire pourquoi, mais disons que dans la deuxième partie, ça trouve du sens. Ça trouve du sens par le biais de thématiques, de réflexions, de métaphores autour du parcours, autour de son métier, parce qu'il a un métier de revendeur qui du coup le place comme un profiteur, quelqu'un qui abuse un petit peu de la confiance des gens et qui manipule le marché pour faire en sorte d'obtenir une forme de richesse qui est pas loin de l'arnaque, on va pas se mentir. Et le fait d'avoir placé ça dans un premier temps et de jouer ensuite sur cette position, ça amène tout un paquet de réflexions autour de arnaqueurs arnaqués que je trouve terriblement intelligent.
Kurosawa offre de belles réflexions, aussi bien sur l'idée de manipulation que simplement sur celle de se faire manipuler, chose plus accessible auprès du spectateur, donnant lieu à un script qui, dans sa division en 2 parties, sonne comme une intense proposition émotionnelle autour de l'évolution notamment du héros. En optant ainsi pour cette forme, et en jouant ainsi sur une construction dramatique autour de manipulateur, le scénariste cherche aussi bien à questionner l'idée de culpabilité que celle de justice et surtout d'humanité, notamment dans un deuxième segment qui marche extrêmement bien et qui pousse l'émotion de l'écriture dans un retranchement surprenant. En termes de mise en scène, comme je l'évoquais, moi ce qui me frappe et ce que j'aime beaucoup avec le style de Kurosawa, c'est ce mix qu'il a souvent de placer des situations très réalistes, d'être quasiment sur une forme de néo-réalisme finalement dans sa mise en scène. C'est beaucoup de plans fixes, un travail du cadre qui est très silencieux, un jeu autour du son qui est très particulier. C'est pas un cinéaste qui aime en faire des caisses au niveau de la mise en scène surappuyée, de mouvements, de grands élans dramatiques, de montée de la musique. C'est quelqu'un qui a toujours été, Kurosawa, dans la sobriété. C'est-à-dire dans la sobriété des mouvements, dans la sobriété du travail du son, dans l'idée d'avoir le plus de pureté ou en tout cas de crédibilité là-dedans. Moi, ce qui me marque, par exemple, c'est un truc tout bête. C'est pas du spoil, parce que vous vous en doutez au vu de l'affiche. C'est le travail autour des armes à feu dans ce film. Le travail autour du son des armes à feu m'a beaucoup marqué parce que c'est rare de voir des cinéastes amener ça de manière aussi crédible. L'objectif n'est pas de faire mal au spectateur, l'objectif est de lui faire prendre conscience que les coups de feu qui sont tirés dans le film sonnent comme vrais, sonnent comme réalistes. Et pour moi, ça synthétise toute la démarche du cinéaste, l'idée de réalisme, l'idée que à ce moment, dans la mise en scène, on doit croire absolument à ce qu'on voit, même s'il y a des éléments dramatiques qui nous inciteraient presque à nous sentir dans un autre registre. Et là, j'ai pas forcément trop envie de vous spoiler pour que vous découvriez ça par vous-même, parce qu'il y a vraiment des moments où on se dit que c'est étonnant de nous proposer aussi d'avoir ce genre de ton, ou en tout cas de sensation qui est convoquée par le biais de la mise en scène et par le biais du travail autour des personnages. Et pour autant, c'est assez génial de voir un cinéaste s'amuser autant avec le 7e art. Le cinéaste nippon appuie donc à fond cette idée de crédibilité et d'immersion, pour faire en sorte que l'on ressente l'idée de thriller et d'intensité comme quelque chose d'évident, et surtout de terre à terre, faisant notamment du mystère et de l'énigmatique un élément clé de la composition des cadres et des mouvements de caméra. Sachant qu'il y en a peu dans l'un comme dans l'autre des cas, Kurosawa fait en sorte que lorsque la réalisation épouse une certaine idée, donne lieu à une scène clé, construise un élément qui doit impacter le spectateur, celle-ci soit à la hauteur de cette attente et de ce besoin, développant alors un minimalisme qui, comme évoqué avant, est parfaitement amené par le cinéaste. En termes de casting, je trouve que celui-ci fonctionne vraiment bien, dans le sens où les acteurs sont beaucoup dans la retenue, et pour autant, Kurosawa, il a une manière très occidentale, je trouve, de faire jouer ses acteurs. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans l'extravagance de jeu. Au contraire, il est dans un jeu très pur, très simple, très élégant. Pas dans la retenue, mais dans une espèce d'équilibre entre l'extravagance et ce besoin juste de faire traduire une émotion. Ça se ressent notamment dans le rôle d'Akiko qui est tenu par Kotone Furukawa, que j'ai trouvé vraiment excellente ici. On peut citer Daiken Okudaira, on peut citer Amane Okayama, on peut citer Yoshiyoshi Arakawa, on peut citer également Masataka Kubota, que j'ai trouvé vraiment excellent, alors que son rôle est d'une très grande complexité, à la limite de la caricature. Mais si je devais vraiment retenir un acteur, ce serait l'acteur principal, qui je trouve a une fantastique évolution. Pareil, j'ai pas envie de vous la spoiler parce que ce serait vraiment dommage. Mais disons qu'entre la première et la deuxième partie du film, il se passe tellement de choses que l'interprète arrive vraiment à transcender ça et à livrer une prestation que je trouve absolument fantastique. Masaki Suda est vraiment très bon ici. On sent que l'acteur offre une palette d'émotions qui parvient parfaitement à se coupler avec le personnage qu'il doit mettre en relief, notamment dans une des dernières scènes où il est tout simplement brillant. Au bout du compte, Cloud est une proposition de cinéma qui, je pense, peut réellement vous déstabiliser, sauf si vous êtes un grand habitué du cinéma de Kiyoshi Kurosawa. Si c'est le cas, vous ne serez pas déstabilisé, vous serez en terrain conquis, vous aurez la sensation de voir le réalisateur s'amuser avec plein de tonalités, plein de genres, plein de possibilités qu'il a l'habitude de maîtriser et d'emmener dans des directions parfois très opposées. Mais j'ai vraiment bien aimé la proposition qu'il fait avec Cloud. C'est un film original, c'est un film déstabilisant, c'est un film prenant, c'est un film touchant. C'est un film qui est dur aussi par moments, mais c'est un film qui, je trouve, est d'une grande justesse. Et en plus de ça, c'est super bien interprété. Donc Cloud de Kiyoshi Kurosawa, si vous avez l'occasion de le voir en salle, n'hésitez pas. Vous allez passer un fantastique moment. Et encore une fois, vous allez avoir la révélation peut-être que Kiyoshi Kurosawa est un cinéaste qui devra avoir plus de reconnaissance de notre part. À plus!